Vous écoutez France Culture. Est-ce que ça vous dit de commencer par les Sex Pistols ? Oh oui, c'est parfait pour un nouvel appel du 18 juin. Anarchie, ça vous va ? Oui, l'unique est sa propriété. On y va. I am an anarchist. I am an antichrist. Don't know what I want, but I know how to get it. I wanna destroy the passerby, 'cause I wanna be anarchy. Anarchy for the UK is coming sometime, and maybe I give a wrong time, stop a traffic line. The future dream is a shopping scheme, 'cause I wanna be anarchy. How many ways to get what you want? I use the best, I use the rest, I use the enemy, I use anarchy, 'cause I wanna be anarchy. Is this the MPLA, or is this the UDA? Is this the IRA? I thought it was the UK, or just another country. And I wanna be anarchy. And I wanna be anarchy. Je veux que tout change. François-Jacques Haussan, vous aviez quel âge quand vous écoutiez cette chanson ? Vous faisiez quoi ? Vous ressembliez à quoi ? J'avais 20 ans. J'avais 20 ans, donc c'était... ça a été un choc, disons. Tout ce qui venait d'Angleterre, des États-Unis, avec les Ramones, les Pistols, Richard Hell, les Clash. Et donc... il fallait faire quelque chose. Since I've changed my life for you, I wanna spend my life with you. So we'll make love on the grass under the moon. No one can tell, don't if I do. A forever journey in golden avenues, drift in your eyes since I love you.
23h et s'ouvre l'atelier intérieur, le monde précédent s'est effondré. Vous arrivez à temps, maintenant il faut s'armer. Contre tout ce qui nous attend, voilà venu le cinéaste au sang. Adaptez votre nerf optique, la vie ne sera plus ni calme ni orphique. C'est une vie pirate qui commence, une avancée dans la nuit plutôt punk, pour répondre à une urgence de vivre. Aucun sacrifice, le réel que nous vivrons sera un réel qui rêve. L'image de départ ce soir serait celle-là. Ski nautique, à toute vitesse, au volant une femme fatale aux lunettes noires. Le skieur suit, le hors-bord fonce, la vitesse augmente jusqu'à l'accident. Collapse, puis silence et noir et blanc. Bienvenue dans un autre monde, intérieur, expressionniste, punk. Un monde de la glisse, de la nature et du combat. C'est le dernier film d'Ossan, d'Armaguns. La terre est brûlée depuis longtemps, on avance autrement. Ossan poétise le monde, sur bruit de moteur, son bruit fondateur, lui qui pense à notre vie comme une succession amnésique de soirées, qui pense à la montée de plomb des réveils de 11h. Ce soir, pas d'amnésie, on ressuscite la nuit, on y entre en guerrier, on est au moment et à l'endroit, je le cite, quand les flingues ouvrent les portes du rêve. Pour la poésie punk ce soir et le refus des compromis, voilà ceux qui sont là. Il aime la nuit, l'électricité, le cut-up, l'écriture, le cinéma. Le temps n'a pas d'emprise sur lui. Il est inactuel, il est rare, il est viral et donc il est dans l'atelier intérieur ce soir. François-Jacques Ossan, dire FJ Ossan, cinéaste, musicien punk et poète, né de la génération atomique et devenu garçon sauvage. Pour la lecture de ces mots ténébreux ce soir, la comédienne Anne Stephens. Pour l'apparition d'un nouveau monde sous vos yeux ce soir, une adoration littéraire par l'écrivain Olivier Stenner qui adorera « Je m'occupe de vous personnellement », le nouveau spectacle d'Yves Noël Genot au Théâtre du Rond-Point à Paris. Enfin pour l'anarchie du début d'émission et le cut-up musical à la chanson Bowcatcher avec le chanteur Fred Poulet et la contrebassiste Sarah Murcia. Le chemin ce soir est volcanique, il part du son des moteurs pour aller vers celui du punk et pour aller vers la poésie. Le coup de feu donne le départ, on part à toute vitesse et c'est maintenant. Joe, we're going to have your name on the screen. Would you like anything under your name? Would you like Mescaleros, The Clash, or anything like that? I'd like you to write punk rock warlord, with warlord being one word. C'est un matin de moteur et de chimie. Je dois avoir 15 ou 16 ans. Ossan parle d'un accident. La question pour lui a toujours été comment entrer dans le mur, comment accélérer. Ossan aime la vitesse. C'est un enfant du Cantal, le pays des volcans et selon lui le Nowhereland. Il a une passion pour les motos et les moteurs, envisage la médecine, mais il y a une urgence à vivre. Alors c'est la guitare électrique et puis la caméra. C'est, dit-on, la rencontre entre Mad Max et Chris Marker. Premier film en 85 et puis 3 suivent, Le Trésor des îles Chiennes, Docteur Chance et le dernier d'Armaguns. Le fil, c'est l'écriture, le fil, c'est la poésie, c'est un cinéma magnifiquement irrégulier. C'est dessiné chaque fois à l'encre noire et sur fond lumineux, le tombeau des modernes, le nôtre. Il est venu d'Auvergne ce soir pour parler moteur, pour parler William Burroughs et cinéma, et puis revolver. Comment faut-il s'armer encore aujourd'hui? L'attirail a-t-il changé? Comment entrer dans la nuit? François-Jacques Ossan, comment on dit FJ? Oui, FJ. FJ, c'est quoi l'univers de la nuit pour vous? L'univers de la nuit, c'est l'attente douloureuse du retour du soleil. Est-ce que c'est un espace de liberté et d'insurrection comme vous en cherchez?
Oui, dire que j'ai été étonné, comme on a ressorti les textes de la revue de 77, 18, 19, de voir la colère contre la durée sociale. C'est vrai que la nuit, la durée sociale se relâche. Et il y a des points de passage, disons, vers des possibles, vers d'autres mondes, quoi. Puis c'est un renversement de l'ordre du jour, quoi. Le réveil est douloureux? Oui, quoique j'aime beaucoup l'aurore, que ce soit en me levant tôt ou aussi bien qu'à la fin d'une nuit. L'aurore, ça m'a toujours perturbé, parce que c'est vrai que, de même quand on est dans une énergie de la nuit, quand le jour se lève, on rentre dans une interzone. J'en parlais tout à l'heure, cet accident de moto, ce fameux accident quand vous avez 15 ans. Oui. Quand à l'époque vous rêviez de moteur, de moto, de devenir pilote même. Oui, parce que j'avais vraiment une passion pour tout ce qui était mécanique. Et puis cet accident était devenu, donc mon destin a été bouleversé. Vous parlez du goût définitif d'odeur d'essence, des étoiles mangent mon cœur. Est-ce que c'est à ce moment-là que l'écriture, la poésie est née? Ah, je sais pas. Mais c'est vrai que j'avais eu cet accident, donc j'avais perdu connaissance et je me souviens vraiment d'odeur d'essence. Le réservoir coulé, et puis il y a eu une agitation, et puis je sais pas. Quelquefois on édulcore, mais c'est vrai que ma vie a été différente ensuite. Je suis passé d'un seul coup dans une espèce de... Moi qui lisais pas tant que ça quand j'étais jeune, d'un seul coup c'était la poésie. Ça a été la poésie. Bien sûr, bon, je connaissais un petit peu Rimbaud, des choses comme ça, l'autre amant, puis là, ça a été la découverte de Artaud. Et donc ce voyage organique de l'autre côté. Et puis donc j'ai commencé à écrire, à publier un petit peu. Vous écriviez quoi à 15 ans? Des lettres, j'essayais d'écrire du théâtre, j'y arrivais pas. Parce que j'avais l'idée que l'idéal était d'être écrivain et acteur. Et puis ça s'est pas fait. Et donc c'est notre correspondance comme ça, brutale, comme je dis, où le temps compte autant qu'on le tue. Quand on est jeune, c'est vrai que c'est quand même on est dans une grande instabilité. Et puis souvent on comprend exactement ce qui va se passer dans le reste de la vie. Et la difficulté de poser la tête à une place. Et puis bon, ensuite, tout était quand même très ennuyeux pour nous, disons. Ces années 70, c'était quand même assez plombé. Et les fractions de ce qu'on appelait ensuite le punk, qui était finalement la suite comme on le voit, du Velvet, des Stooges, etc. Et au même moment, disons que j'ai créé un premier groupe de rock'n'roll qui s'appelait DDP, de la destruction pure, et en même temps une revue qui s'appelait La Revue C, qui était à l'époque j'étais à Toulouse, et donc le premier numéro sortait en 77, puis le deuxième a été consacré à Rodansky, Stanislas Rodansky. Et avant de faire tout ça, vous êtes passé par beaucoup de possibilités, parce que donc ça a été les moteurs, ça a été acteur, écrivain, puis ça a été la médecine. Qu'est-ce qui a fait que vous dites je voulais pas sacrifier mon adolescence pour des études, pour la médecine? Ah oui, c'est-à-dire que comme mon grand-père m'avait vraiment prédestiné à la médecine, puisqu'il était médecin, et donc j'ai passé vraiment les premières années de ma vie avec lui. Et donc c'est quelqu'un qui était d'une autre génération. Donc c'est pour ça que j'ai sans doute été toujours un peu décalé, puisque c'était quelqu'un qui avait passé quand même presque 10 ans sous les drapeaux, entre la conscription, la guerre de 14, la reconscription en 40, et qui était médecin militaire, pas militaire, mais qui donc... Et très vite, j'ai eu une passion qui m'est toujours demeurée, disons, pour les années 20, quoi, que ce soit Arthur Cravande, Jacques Vacher, Rigaud, aussi bien que le cinéma, qui me paraît vraiment être dans une pure exaltation dans ces années-là, aussi bien que les gens du grand jeu, Roger Gilbert-Lecomte, Artaud, enfin tout ça. Donc, non, j'aurais pu devenir une espèce d'étudiant éternel. On peut rester, disons, au bord de la société quand on est jeune. Après, ça se complique, donc il faut trouver des motifs. La musique, c'était une façon de prolonger l'écriture que vous avez commencé?
C'est pas vraiment de la musique, parce qu'en fait, on a commencé à faire de la musique. Après, ça s'est appelé, tu as dit que c'était de la musique, mais c'était vraiment plus un prétexte pour entrer en conflit, en effraction, pour s'affirmer comme l'ennemi. Ça vous a sauvé de quoi, ce mouvement punk, à cette époque-là? Ça m'a sauvé, ou ça m'a... Oui, parce qu'on est devenu l'ennemi, donc ensuite on était quand même vraiment l'ennemi culturel quand même aussi, puisqu'on essayait de, plus ou moins inconsciemment, ressusciter les fantômes. C'était No Future, For You. Alors c'était aussi le retour à la jeunesse, parce que je crois que le premier livre de philosophie de ma vie, ça a dû être L'unique et sa propriété de Max Stirner. Et donc comme ça, c'était lacérer le mur des mensonges, passer de l'autre côté du réel. Nous sommes les fleurs dans la poubelle, le poison dans la machine, l'aventure derrière l'écran, disaient les Pistols. Et d'un seul coup, ça... Puis à la fois, il y avait une espèce de combinatoire, c'est-à-dire qu'à la fois, ce côté d'entrer finalement en guerre quotidienne avec les instances sociales, de la durée sociale, quoi. Mais à la fois, quand on voit les pochettes, c'est vrai qu'il y avait une profonde nostalgie. Et là, nostalgie, puis ça s'est pas opéré de Dada et tout ça. Donc de la tabula rasa. Et on pouvait imaginer qu'il allait y avoir un mouvement comme ça, d'écrivains, de cinéastes, d'artistes, de musiciens pour encadrer, si on peut dire, ou réverbérer cette situation pré-insurrectionnelle. On va écouter quelques paroles avec Anne Stephens d'une des chansons. La chanson, c'est Les derniers mots de Fabian Lloyd. Le jour se lève, se couche ou s'appesantit sur la terre. On ne sait pas l'heure. C'est Mexico City, 31 décembre 17. Fabian Lloyd écrit à Mina que la vie est horrible. Télégraphie. J'ai terriblement peur que ça va être la fin. Télégraphie. J'ai terriblement peur que ça va être la fin. L'Europe est loin, mais pas sa guerre qui a chassé Cravant jusque d'Amérique. Mexico n'est rien pour lui, juste un entremonde. Mina Lloyd ne viendra plus. Télégraphie. J'ai terriblement peur que ça va être la fin. J'ai terriblement peur que ça va être la fin. Fabian Lloyd signe Arthur. C'est Cravant. On aura bientôt plus de nouvelles. On invoquera la disparition en vol au-dessus des Caraïbes. Mourir de l'âme, c'est 10 000 fois pire que le cancer. Mourir de l'âme, c'est 10 000 fois pire que le cancer. Cravant pourrait s'en sortir, changer de peau, brouiller les pistes, disparaître en mer. Mais pas Fabian Lloyd, qui est épuisé, qui voudrait revivre la nuit, le jour, la même chose, comme une durée infinie. Le jour se lève, se couche ou s'appesantit sur la terre. On ne sait pas l'heure. C'est Mexico City, 31 décembre 17. Fabian Lloyd écrit à Mina que la vie est horrible. Je suis bien perdue, si tu savais comme je me sens pure. Fabian Lloyd va passer la frontière, se faire descendre, juste pour ne pas mourir de l'âme. Quitter enfin Mexico. Adieu, 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 tout, tout. La vie est atroce. Le jour se lève, se couche ou s'appesantit sur la terre. On ne sait pas l'heure. C'est Mexico City, 31 décembre 17. Fabian Lloyd écrit à Mina que la vie est horrible. Olivier Steiner, Sarah Murcia, Fred Poulet, est-ce que le mouvement punk, ça a marqué quelque chose pour vous, même si vous êtes arrivé après? Est-ce que ça signifie quelque chose? Moi, je suis née en 76, alors bon.
Mais il y a un héritage. Moi qui suis plus vieux, je Fred Poulet. buvais les paroles de Ossang parce que... Mais sauf j'étais plus timoré que lui, j'étais pas dans éprouvé dans la durée sociale. J'étais un peu caché. Mais je pense que ça a été aussi déterminant. En tout cas, ça m'a autorisé à faire ce que je fais encore aujourd'hui. Olivier Stenner. Je suis né en 76, comme toi. Donc, mais j'avais un petit chien, j'ai toujours un petit chien qui s'appelle Bobby, qui est totalement punk. C'est un petit chien jaune avec un pantalon à carreaux, des oreilles. Ben oui, mais si j'avais su. Donc voilà, Bobby, le punk, c'était ça. Mais en fait, j'en ai beaucoup entendu parler par une amie qui s'appelle Safo, que vous connaissez peut-être, hein, qui a un peu fait la punkette. Ah oui, je le connais pas personnellement. Voilà. Enfin, elle parle souvent du punk et elle s'y réfère. Voilà. Mais bon. Comment on fait quand on est punk, justement, à 20, 21, 22 ans, pour entrer dans une école, même si c'est une école de cinéma, l'IDEC? Ah oui. Pour Oui, c'est-à-dire que oui, la chanson là, dont vous avez lu le texte, c'était une évocation de Arthur Cravant, un peu les dernières heures de Arthur Cravant, qui était déserteur de 3 pays, et qui était le neveu d'Oscar Wilde, et qui a été vraiment un fondateur du modernisme, si l'on en croit, parce qu'il a complètement traumatisé Breton. C'est resté, et donc il a disparu dans le golfe du Mexique après être passé par le Canada, les États-Unis. À mesure que la guerre avançait, il passait les frontières. Alors on imagine Cravant qui faisait pratiquement 2 mètres de haut, après avoir quitté l'Espagne suite à un match un peu truqué avec Jack Johnson, dont l'affiche est dans Docteur Chance, et qui part peut-être avec la caisse du match, qui a duré 5-10 minutes, et qui ensuite passe en faisant 2 mètres de haut pratiquement, déguisé en femme, la frontière du Canada aux États-Unis. Enfin voilà. Dont on trouve les œuvres qui étaient publiées chez Champs Libre. En fait, c'est très court. En fait, ça fait 200 pages, mais c'est incroyable. Et ça ressemblait à quoi quand c'était chanté? C'est dans le disque Docteur Chante, donc c'est hurlant. Et donc il y a des... Vous pouvez nous le faire ce soir? Non, je me souviens plus. C'est un disque qui est sorti en 93, oui. Où on rééquilibre un petit peu le... Après, oui, oui, donc où en étais-je? Oui. Donc comment on se soumet à des heures de cours, des professeurs? Non, c'est-à-dire qu'il y a eu les années de Toulouse, donc on a fait la revue C, qui à la fin a été reprise par Bourgois, et puis la revue s'est arrêtée, donc MKB a démarré, le deuxième groupe, MKB Fraction Provisoire, et puis ne sachant plus quoi faire à 23 ans, je suis passé le concours de l'IDEC. Et comme de toute façon j'étais très hanté par le cinéma, comme Eisenstein, de même le rock and roll était aussi la mise en action de prophéties burroughsiennes, quoi. D'ailleurs on l'appelait Daddy Punk, William Burroughs. Et donc, j'ai passé le concours et puis c'était une école. Bon, évidemment, c'était difficile de se conformer un petit peu à nouveau parce que. Alors donc, j'ai résolu la question en ayant un peu une double vie puisque le jour il y avait l'école, mais c'était quand même une école relativement libre puisqu'il y avait comme ça des moniteurs et non pas des professeurs. Donc c'est comme ça que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Tati, Garel. Des opérateurs donc ils venaient et puis et on faisait des films. On faisait pratiquement un film par an. Donc c'était donc la dernière ligne, mais en fait c'est mon film presque d'entrée 3 mois après. Zone Inquinata, mon film de première année, et la nuit il y avait MKB qui continuait avec les Lucrat Milk dont j'ai entendu tout à l'heure un extrait. Et donc on a sorti en 84 un disque puisque Lucrat Milk et MKB jouent dans le premier long métrage après des cours en 84. Et qui a été à Cannes en 85, qui a fini par sortir, mais qui est un film vraiment tourné en 3 semaines, en 16 mm, pour... à la fin du tournage, on filait au supermarché, faire la région, on faisait un peu tout, quoi. C'était fatigant, on était jeunes. Donc ça, c'est en 85, le premier film
qui est le film de fin d'études. Voilà, c'est ce film qui a été tourné en 83-84, voilà. L'affaire des divisions Morituri. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend là en ce moment Ça, c'est la musique générique de l'affaire des divisions Morituri. Premier film. Oui, le premier long, oui, j'ai 1h20. Et donc, il y avait Luc Ratmilk, MKB, et qui a été d'ailleurs mon seul long métrage tourné intégralement en France, mais qui est déjà tourné finalement comme un étranger, puisque comme je venais de Toulouse, c'est vrai, j'avais comme ça un rapport d'immédiateté, de surface. Alors, c'est comme ça que j'ai tourné dans les ruines de la Villette, comme j'avais tourné un cours dans les ruines de Citroën. Il y a la Porte Dorée, il y a l'avenue Foch, la Tour Eiffel. Donc, vous avez perdu votre accent toulousain. Ah bon, oui, je l'avais un petit peu, mais... Et puis comme j'ai beaucoup séjourné ensuite dans des pays hispaniques, on me dit « Oh là là, quel accent tu as !» Vous êtes aussi toulousain, Olivier Stenner ? Vous faisiez un signe de fraternité. Oui, je comprends très bien quand on vient de Toulouse. Qu'on est étranger à Paris, c'est ça ? On est très... Oui, tout à fait étranger à Paris. Non, je suis né à Tarbes, mais j'ai vécu à Toulouse, oui. Là, on entend... on est passé du premier au dernier film, au son. Oui, là, c'était l'ouverture d'Armageddon. La scène de ski nautique que je décrivais au début de l'émission. L'ouverture de D'Armageddon, en effet. Et le dernier film qui est sorti l'année dernière et que vous avez mis un peu de temps à faire. Oui, c'est-à-dire que j'ai eu des difficultés après Docteur Chance, qui est sorti en 98. Et donc j'ai pas mal voyagé, et puis j'arrivais pas à monter un autre film. Et là, c'est finalement les Açores qui nous ont sauvés, puisqu'on a une région française nous avait laissé tomber. Et on a basculé le film aux Açores. Je suis revenu un peu aux origines, quoi. Et au noir et blanc. Oui. Et un film assez primitif, vous dites ? Oui, c'est-à-dire que là, c'est un film en fait tourné en 35 mm, en noir et blanc. Je suis revenu presque vraiment au début, quoi. Ça commence par cette scène de ski nautique. Il y a cet accident. Stan, le personnage principal, tombe dans l'eau. On le voit être repêché un peu plus tard. Et puis c'est en 3 temps. Sous l'orage. Voilà, sous l'orage, sous la brume. Et le film se passe en 3 temps, mais c'est une espèce de voyage au pays des morts, où lui s'aperçoit petit à petit qu'il est un revenant, comme sa compagne qu'il recherche pendant tout le film. Oui, en plaisantant, je dis oui, c'est un peu Orphée Eurydice à l'envers. Parce que, effectivement, le personnage féminin est censé avoir vécu, lui, ne sait pas immédiatement qu'il est mort. Et on peut. Alors j'aime bien comme ça qu'il y ait toujours une espèce d'ambiguïté dans les possibilités d'interprétation. Il arrive comme en voyage sur un archipel qui s'appelle Las Estrellas. Et puis là, des gens lui disent qu'ils le connaissent, puis petit à petit, il va reprendre contact par le biais d'une organisation qui s'appelle les D'Armageddon, une organisation un peu virale. Donc le film se passe en 3 temps, c'est-à-dire que c'est un peu... Au début, effectivement, il est un étranger, il essaye de découvrir ce monde un peu à l'abandon. Et puis le deuxième, il est plus ou moins intégré. Le troisième, c'est déjà l'éjection. Et donc, oui, on peut aussi concevoir ça, le temps de passage entre... Puisque le film s'ouvre et se conclut un petit peu dans la même unité.
Oui, il est rentré dans une zone comme ça et il passe vers une éjection vers notre espace, quoi, notre monde, quoi. Le film commence dans l'eau et finit près de l'eau. Dans la brume, il y a toujours cette présence des éléments et de la nature et de l'homme contre les éléments dans vos films, particulièrement dans celui-là. Et c'est, comme vous le dites, un cinéma du visage et du paysage. Oui, c'est-à-dire que l'eau, c'est vrai que l'eau m'a toujours fasciné. J'ai mis longtemps à m'habituer au désert, puis finalement je l'ai adoré. Quand j'ai séjourné dans l'Atacama, je suis très attiré par les zones de steppe ou de désert. Mais c'est vrai que j'ai toujours une certaine panique quand il n'y a pas d'eau, quoi. Et puis même en ville, c'est vrai, le fait de ne pas pouvoir accéder à des zones fluviales, dès qu'il y a une ouverture, soit lacustre, maritime. Et c'est vrai que... Il y a une impression d'eau, de brume, d'huile dans l'image. Oui. Bien sûr, oui, parce que on utilisait comme ça ce procédé un petit peu aussi de corrompre la surface, enfin, qui était vraiment un procédé soviétique, quoi, des années 20, quoi. Comme disait Borges, j'ai inventé la façon de filmer le point de vue du monde depuis la bouteille. Mais oui, c'est Bachelard qui parle de la façon dont l'eau réfléchit tous les états d'âme, en fait, toutes les émotions. Il y a une eau vive, une eau lourde, une eau pâle, une eau morte. Et c'est vrai que bon, le flux, que ce soit le fleuve, la pellicule, le Styx, fait tout. Le retour à un état finalement aussi un peu prénatal, dont tu as beaucoup parlé avec génie prémonitoire, puisque c'est le conte, à propos de la sanglante nourriture des rêves. Et donc, oui, c'était l'idée de faire un film élémentaire et élémental, un peu. Il y a aussi une espèce de dramaturgie du vent, des éléments, de la brume, parce que c'est vrai que dès que l'horizon est bouché, la perception devient fantastique. C'est vrai que vivre 3 jours dans la brume, c'est quelque chose enfin, c'est vraiment une expérience mentale forte. Voilà une sorte de cut-up des standards de la chanson ou de la variété. Bowcatcher, c'est Fred Poulet et Sarah Murcia qui attrapent les airs qui nous ont traversés pour les poétiser, les épurer, en les faisant les leurs, à la manière que l'on a parfois de les fredonner. C'est comme une image un peu saturée, un peu floue, un peu décadrée. C'est du hors-champ, c'est la chanson, mais à côté. C'est ce qu'on pourrait voir dans la marge. C'est une goutte d'eau tombée sur les paroles et l'encre qui a coulé. Ça ondule donc, ça part de Brassens, ça peut aller jusqu'à Alizée, et ça passe évidemment par Goldman. J'ai trop saigné sur des Gibson, j'ai trop rôdé dans les Tobacco Road. Y a plus que les caisses qui me résonnent, et quand je me casse, je voyage toujours en fraude. Des champs de coton dans ma mémoire, 3 notes de blues, c'est un peu d'amour noir. Quand je suis trop court, quand je suis trop tard, c'est un recours pour une autre histoire. Est bonne, quand la musique donne,
quand la musique sonne, sonne, sonne. Quand elle guide mes pas, quand la musique est bonne, quand la musique donne, quand la musique sonne, sonne, sonne. Quand elle ne triche pas, I give you a friend and I give you my friend. I give you a friend and I give you my friend. I give you. Watch for a man running through the streets, repeating, calling all citizens. Wanted for murder, Montag. Occupation of the fireman. The criminal is alone and on foot. Let each one stand at his front door, look and listen. Watch for a man running through the streets, repeating. Fred Poulet, Sarah Murcia, ça vous va le hors-champ d'une chanson, l'à côté? Ça m'allait complètement, votre petit texte. Merci. Est-ce que Fred Poulet, ça vous parle aussi le cinéma, puisque vous y êtes un peu risqué, et avec aussi une envie d'une image un peu décalée, un peu saturée, un peu floue pour... Oui, c'est-à-dire que je fais des films en Super 8, beaucoup. Et après, plus que le désir de la transgression dans l'esthétique d'une image, c'est plus la nécessité d'une méthode de tournage pour produire de la parole, pour produire quelque chose, enfin du cinéma, hein, si autant que possible. Et après, un goût pour le celluloïd. Et comme le support est tout petit en Super 8, quand on a grandi, on voit beaucoup le celluloïd. Ces paroles-là de chansons qu'on connaît, de standards, pourquoi ça vous intéresse de les déplacer? En fait, je les déplace pas réellement. J'essaie de transmettre l'endroit où elles se fixent chez moi, parce que j'ai l'impression que c'est à la fois intime et à la fois assez universel. Je pense qu'on entend, surtout les chansons du répertoire de variété internationale, on les entend d'une certaine manière. Parfois, les paroles anglaises, on entend phonétiquement un mot français ou alors un autre mot anglais dont on ne peut plus jamais se départir. Et puis on se rend compte qu'on est nombreux dans ce cas-là, qu'on est une majorité même. Et parfois, des chansons comme ça, de variété, qui semblent très littérales, finalement, elles nous évoquent des chiffres. Il y a des zones plus floues et qui nous sont communes. Alors c'est ce que j'essaie de chercher, enfin de trouver plutôt. C'est vrai que c'est intime, c'est presque un peu indiscret, c'est la façon dont chacun... on fait quand par exemple on fredonne ou quand on chante une chanson en anglais, mais pas vraiment correctement. Oui, je crois que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, du rapport entre l'intime et le fait que la chanson populaire soit aussi largement partagée. C'est ce que je trouve fascinant dans la chansonnette. Je dis souvent la chansonnette sans aucune nuance péjorative. J'aime beaucoup ça. Olivier Stenner, ça s'est fixé où pour vous, Jean-Jacques Goldman? Non, j'étais en train d'écouter Fred Poulet parce que je connais un peu son travail, enfin votre travail, le Bowcatcher, depuis plusieurs années d'ailleurs. Et oui, c'est... Enfin, j'aime beaucoup ce qu'ils font, quoi. C'est pas du tout... Enfin, c'est très intelligent, très fin, très... Oui, c'est pas une traduction, c'est pas un fake, c'est vraiment de la poésie. Je ne sais absolument pas parler de ce que vous faites, mais ça me plaît beaucoup. Now, these experiments started not on tape recorders, but on paper. In 1959, Brian Geisen said that writing is 50 years behind painting, and applied the montage technique to words on a page. And this technique had already been used in painting at that time for 50 years. It was in fact kind of old hat in painting. Brian copied out phrases from newspapers and magazines,
then took his scissors and cut these selections into pieces and rearranged the fragments at random. And these cut-up experiments appeared in Minutes to Go in 1959. When you experiment with cut-ups over a period of time, you find that some of the cut-ups and rearranged texts seem to refer to future events. I cut up an article. Est-ce que vous reconnaissez la voix? Oui, bien sûr. William Burroughs. Ou Barrow. William Burroughs disait les écrivains sérieux sont ceux qui ont dépassé l'idée de l'art pour l'art et considèrent l'écriture comme une arme avec des revolvers braqués. Voici le temps de l'assassin. Vous avez dit William Burroughs a inventé notre génération. Qu'est-ce qu'il a... C'était quoi la rupture qu'il a inventée? Oui, c'est-à-dire que... Là, on l'entend parler du cut-up. Oui, du cut-up. C'est-à-dire qu'à la fois, il revient... disons, parce qu'il a été assez marqué... Oui, les beats ont été très marqués par quelqu'un comme Céline, par exemple, et qui lui-même disait « Écrivez télégraphique ou vous l'écrivez plus ». Et Burroughs, c'est comme ça la désidéologisation du mot, quoi, puisqu'il était marqué par les théories de Korzybski puis tout l'arrière-pan, parce que déjà c'est une spéculation sur le monde qui va arriver, quoi. Quand on lit Garçons sauvages, Le festin nu, mais à la fois cette écriture très très onirique dans un sens très matérialisé mais très onirique à la fois, s'accompagne d'un esprit très clairvoyant, puisque quand on lit les essais, par exemple, donc dans la revue C, on a eu la chance de publier pour la première fois Le temps des assassins, qui est un texte qui plaidoyait pour la libéralisation de tous les toxiques, puisqu'ils alimentent parce que leur censure génère un étoilement de la toxicomanie, explique-t-il, et puis bien sûr alimente tout un tas de pouvoirs occultes ou mafieux, puisque ça récolte énormément d'argent, enfin c'était ce texte-là. Et oui, les punks étaient une espèce d'électrification du livre de Wild Boys. Vous dites c'est un poète de la fin des temps. Est-ce que vous vous voyez comme un cinéaste de la fin des temps, qui parle de la fin des temps, d'un temps? C'est que oui, Burroughs était très marqué par que ce soit l'Égypte, les Mayas, il y a tout un tas de réflexions justement sur les livres des morts qui m'ont marqué, parce que les livres des morts indiens sont des livres d'images. Et le cinéma, c'est vrai, Cocteau disait, cette transfiguration imaginaire cette rédemption imaginaire qui triomphe de la mort. Et c'est vrai que le cinéma, c'est quelque part le seul mode d'expression, enfin autrefois, le cinéma argentique, je veux dire, qui est conçu au présent absolu. Parce que c'est exactement le temps T, que ce soit les comédiens, que ce soit les techniciens, l'histoire du film. Et après, il n'y a plus que le montage. Mais c'est vrai, cette espèce de collapse comme ça, c'est très... je sais plus, je trouve que le cinéma, pour générer des tas de réflexions, c'est une machine... Vous parlez du temps absolu. Pour vous, le cinéma, le tournage, c'est une performance? Oui, oui, ça l'est. C'est-à-dire que ça peut être douloureux, c'est excitant, mais c'est vrai qu'on est comme en suspension. Oui, parce que ça coûte cher. Donc, je pense que le rapport est différent quand on tourne en vidéo ou en numérique. Alors que là, on n'a pas beaucoup de pellicules et quelque part, tout le monde est transcendé parce que oui, un acteur, c'est quelqu'un qui brille, qui imprime. Et que ce soit les techniciens, et puis on est obligé il y a une contrainte du temps qui est terrible. C'est-à-dire qu'il faut écrire absolument son poème, sa page par jour. Enfin, du moins quand on a d'assez petits budgets, on peut pas déborder. Et moi, j'ai jamais pu retourner, parce que comme j'étais souvent dans des endroits un peu éloignés, je voyais pas les rushs. Donc je dis, c'est un art aveugle. C'est-à-dire qu'on tourne, mais justement, cet aveuglement fait qu'il y a parfois un point de vérité qui surgit. C'est-à-dire que c'est vraiment un mode d'expression quand même unitaire et collectif, comme disaient les liesses. C'est-à-dire que
par exemple, l'opérateur, le réalisateur, on est tous dans le noir, quoi. Et il y a une sublimation quelquefois de ce qu'on aurait pu voir. Moi, j'ai tourné toujours sans vidéo. Et au Rush, quelquefois, on découvre quelque chose oui, il y a une geste collective qui fait que c'est mieux que tout ce qu'on aurait pu combiner très objectivement et lucidement. Vous continuez votre vie parallèle d'écrivain, de poète. Il y a un recueil, il y a 2 choses qui sortent en ce moment. Il y a un recueil de poèmes aux éditions Monalisé, Ténèbres sur les planètes, et puis quelque chose que vous m'avez apporté ce soir, Hiver sur les continents cernés, qui est une collection d'articles de la revue. Oui, c'est une jeune maison d'édition qui s'appelle Le Feu Sacré, qui démarre, et qui a eu l'idée comme ça de publier tous les textes de la revue C qui étaient restés à l'état de textes de revue, quoi. Tous les textes que j'ai écrits pour la revue. Et donc ils ont appelé ça Archive 1, 77-79. On va lire un extrait avec Anne Stephens du recueil Ténèbres sur les planètes. Il pleut sur Madrid, peut-être. Qui est plus récent. 93, c'est ça ? Il pleut sur Madrid. L'horizon se frange de juin improbable. Le funérarium tourne à plein. La mort européenne gagne l'Espagne. Violente, jeune, isolée, ancienne comme le secret dont elle se pare. À 25 ans, tout le monde connaît le futur. La fatigue. La pluie distille ses cristaux de venin tout à l'intérieur des poumons. Comme le monde est curieux, il faudrait savoir dire oui à tout. C'est encore autre chose, mais pas si loin de tel endroit où la dernière précaution s'abîme, et avec elle, ce choix délire une façon qui reconnaisse où bête respire, âme se faufile et vie lève. C'est curieux, très curieux qu'on soit ainsi, fragile dans l'air, puissant dans le fer, et pour finir, si plein de sang, que la durée nous éblouisse jusqu'au moment où l'air trace le fer dans le sang. Comme afin qu'on redevienne soudain, qu'on bascule du non à rien vers le oui à tout. Comme ça, presque sans voir. Le brasier ne s'approche plus, il est ici, il gît au précipice. Que notre intuition le borde, il se découvre, et c'est la pensée qu'il délivre. Au fond, nous sommes immortels. Rien ne sert qu'on tue si l'éclair ne s'allume que dans la justesse d'un ciel qu'on voit s'éteindre. Pfft. Un mystère surgit. On voudrait dire. Trop tard. On s'arrange. L'esprit salit sa chair. On la répudie. On nage. On se démembre dans la honte quand on songe d'où l'on vient. L'antique dépression. On s'oublie. C'est quoi la mort européenne dont vous parlez ? C'est qu'en fait, ce petit livre est un recueil de 5 textes de périodes différentes. Alors ça, c'était le plus ancien. Et les plus récents s'appellent Ténèbres sur les planètes, etc. Et la mort européenne, oui, c'est peut-être l'idée que l'histoire quitte l'Europe. Et puis, oui, la massification. Elle se poursuit où, l'histoire ? Elle semble redevenir, curieusement, avec l'acuité de la crise, l'Europe redevient quelque chose de périlleux pour le monde entier. Donc l'histoire revient. Un autre petit extrait, un dernier sur la nuit. Vous me causez de la pleine lune, et je ne sais que dire. Ah, je vois où vous aimeriez en venir, mais un plissement d'ailes me chiffonne l'intérieur. Comme vous autres tous, j'ai marché dans la nuit, sous la voûte étoilée, dans sa tourbe, et même quand elle fut aspirée, dans son orbe en métal blanc. Ce furent parmi les émotions les plus distinguées qu'il m'ait été donné de connaître. Pourtant, je n'ai jamais réussi à dissoudre le fond de soupçon qui marine dans mon ventre depuis que je suis sortie d'un autre ventre pour tout de suite entrer dans la nuit. C'était un 7 août, il était vers 19h30. Certains diront que c'est le souvenir des fers, d'autres que la nuit, et plus particulièrement quand la lune est pleine,
C'est dégueulasse et plein de sorcières. Quoi qu'il en soit, j'angoisse toujours quand la nuit tombe. Mais très vite, la nuit m'excite. Elle m'emporte vers la ronde des filles et de l'alcool. Et alors je commence à devenir fou, et j'adore. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules en zigzagant parmi la foule. J'aime les boutiques et les bazars, les étalages, les loteries et leurs camelots bavards qui vous débitent leurs bobards. Ça fait passer le temps et on oublie son cafard. Quelques minutes avant minuit, c'est l'heure de l'adoration et voilà un nouvel adorateur. Olivier Steiner, écrivain, premier roman chez Gallimard cette année, Bohème. C'est donc une adoration littéraire d'un spectacle de fin du monde qui ouvre un nouveau soleil. Je m'occupe de vous personnellement, du metteur en scène Yves-Noël Genot, accompagnateur et habitué de l'atelier intérieur. C'est en ce moment au Rond-Point à Paris. C'est donc une adoration parfaite du monde d'avant qui n'existe plus et des éléments qui prennent le dessus. Olivier Steiner, c'est à vous. Alors, oulala, ce spectacle est du vif argent. Et qu'on se le dise, toute tentative d'élucidation ou de saisie par la parole ou l'écriture est vouée à l'échec. Autant entrer dans l'inconscient d'une poule. Hier, c'était radieux. C'était l'été, avant l'heure. C'était la fin du monde, c'était post-disaster, presque trop chaud et les peaux furent moites. Je suis parti déjeuner avec Anne et Georges à Bagatelle. Dans la voiture, je fredonnais un air de Barbara Carlotti. Et ce n'est pas parce que la nuit tombe que je tomberai à genoux devant toi. Porte-Maillot, nous dépassons Frédéric Becbédé, qui est dans un taxi avec 2 jolies filles. Ils doivent être sur le chemin de Roland-Garros. Jardin de Bagatelle, les iris sont en fleurs, les rosiers, j'en parle même pas. Incroyable tige, forme sexuelle et baroque, couleur inouïe. Il y a même un iris noir. The Black Swan qu'il s'appelle. Un amour de Black Swan. Je fais une photo que j'envoie à Yves-Noël Genot. Yves-Noël s'emballe. Oh, ramasse-les, pile le jardin, apporte-les pour ce soir. Mais il est fou, Yves-Noël. Cueillir les fleurs de Bagatelle, mais autant entrer dans le Louvre et en profiter pour ramasser la Joconde et 2 poussins. Je fais une deuxième photo que j'envoie à José Lévy. José me répond par la photo d'un vase à iris. Je réponds, dois-je en conclure que si j'ai le contenu, t'as le contenant ? Anyway, je déjeune d'un tartare à l'ombre, à côté d'une grande tablée familiale. La conversation s'échauffe, il est question des communistes et du RSA. C'est clair qu'à Bagatelle, ils ne sont pas de la gauche. Être de la gauche, comme dirait Hélène Bessette dans la bouche de Valérie Dréville. Ce soir, c'est complet. En fait, chaque jour, chaque soir, c'est complet. Yves-Noël a peur chaque jour, mais chaque soir, c'est complet. Tout le monde ne reste pas. Non, oui, non, loin s'en faut. Les départs les plus spectaculaires ont lieu au bout de 10 minutes. 10 minutes. Sans doute des gens qui s'étaient trompés de salle, ou de vie, ou les deux. Je rassure et console Yves-Noël parce qu'il y a des gens qui l'attendent pour l'insulter. Je lui dis, c'est le succès. La légende est en route. Il faut dédramatiser les départs. Pense à Hernani, au boléro de Ravel. Pense à Patrice Chéreau. Il avait reçu des menaces de mort quand il montait la tétralogie à Bayreuth en 1976. J'offre le morceau de pastèque à Dominique Hubert. Ses grands yeux ronds et bleus sourient un merci étonné. Tout est nouveau, tout a encore changé, et ce sera comme ça jusqu'au 24 juin. 22 spectacles différents. Quand je dis différents, je veux dire différents, qui diffèrent, à part, autres, distants, dissemblables, inhabituels, séparés. Je ne parle donc pas de variations ou oscillations dues à l'impro. C'est autre chose. À chaque fois un autre temps, d'autres corps et une nouvelle histoire. D'ailleurs, Valérie Dréville a changé tout son texte. Ce soir, elle parle du suicide. Il y a encore 3 jours, elle parlait de la gauche et de la richesse du lac de Lausanne. Valérie Dréville, que j'appellerai désormais Vérité Dréville. Alexandre Steiker est très troublant lui aussi. Beauté blonde, diaphane, presque dérangeante, je pense au physique versus la plastique. Quand il nous offre son dos nu à l'écorce, colonne vertébrale d'Ingres, et qu'il fait mine de prendre un bain, on voit Marilyn Monroe nue dans la piscine de Cukor, été 62. Something's got to give, quelque chose doit craquer. Marilyn, ne se fiant à personne, ou si peu, elle trime comme une paysanne pour plaire à tous. La phrase est de Truman Capote.
Paysanne, paysannerie, foin coupé, poule et basse-cour, côte-côte. Nous revoilà dans la salle Roland Topor du Théâtre du Rond-Point. Il est 19h si vous êtes en semaine, 15h30 si c'est dimanche. Là, c'est dimanche. C'était hier. Un athlète danseur, jeunesse insolente, réinvente en soirée l'après-midi d'un faune. Le garçon n'a rien à envier à Nijinsky. Ne pas lui répéter, il pourrait le croire. Il faut le préserver, le garçon. Le garder encore quelques années dans cette inconscience qu'il a de lui-même, sa meilleure part, la part des anges. Dominique dévore la pastèque. Dominique est juteuse à souhait, vampirique, so sex in the city, my God. Marlène fait des apparitions et des disparitions. Marlène Saldana, je l'adore. Comme un péché mignon, je l'adore depuis longtemps. Mais là, je suis éberlué par la finesse, la discrétion de son jeu. Marlène a 2 sœurs jumelles, la délicatesse et la vulgarité. Je kiffe Marlène Saldana. Et je reviens à Vérité Dréville. Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. Dréville est une tragédienne prime sautière. Je fonds d'amour quand elle n'arrive pas à prononcer le mot drame. Drame, drame, âme. Tam, drame, pique et piqué, coulé, drame. Annie Serman glisse sur le plateau, monte dans les gradins et chante a cappella. Smile. Smile, for your heart is aching, smile. Souris, taklia en arabe. Souris même si ton cœur est douloureux, sublime. Yves Noël demande à ses spectateurs d'avoir du talent. À ses comédiens, il demande d'être. Inversion des rôles. Yves Noël est un inverti, et voilà tout. Épilogue. Untergeschoss, dies ist ein Keller, hier lebe ich. Dies hier ist dunkel, feucht und angenehm. Il est presque minuit et c'est la dernière chanson de Bocaccia. Je connais dans une boîte de Soho une nommée Pamela Popo. Une de ces petites nanas dont la popo est plus noire qu'un conte d'Edgar Popo. Pamela Popo. Sur une musique de Rocococo, cette petite Pamela Popo a mis au point de ses numéros de striptease à vous faire froid dans le dodo. Pamela Popo. Retire d'abord un maillot de cocor sur lequel est marqué Pamela Popo en lettres d'or. Sans un momo, elle esquisse le slolo. Pamela Popo. Sans un mot, les lolos à l'air, Pamela Popo se met à soupirer. Oh, oh, oh. Pamela Popo. Enfin, on tamise les projojos sur Pamela Popo, qui de dodo baisse sa culotte, petite nègre-crotte.
L'atelier intérieur numéro 43, c'est fini. Avant minuit, je dis merci à Yaël Mandelbaum, Inès Debruyne, Alice Ramon. Merci à Thomas Duterre pour la réalisation et à la technique ce soir. Merci à Bruno Martin et Jean-Baptiste Etcheparé-Borde. Bocatcher, ne les ratez pas, dans le cadre de Banlieue Bleue, ce sera la Dynamo fin juin. L'atelier intérieur du lundi, c'est fini, et comme dit au sang, le monde précédent s'est effondré, mais disponible, la nuit foisonne, elle est à vous, et vous n'avez pas sommeil, il est temps d'entrer dans demain, il est minuit sur France Culture, Nouveau Monde avec Alain Weinstein, du jour au lendemain.